EHPAD depuis le 1er janvier 2017, qu'ils soient sous CEPOM ou non. Afin d'harmoniser les procédures budgétaires en région, nous avons signé des conventions avec certains établissements pour les passer à l'EPRD dans le même temps. Et donc, ont été concernés les établissements et services rattachés à un établissement public de santé qui produisait déjà un EPRD sanitaire, donc vous connaissez déjà, de même que pour les établissements et services rattachés à un EHPAD, afin que tout le périmètre soit sous cette nouvelle procédure budgétaire. Sont également concernés les établissements et services médico-sociaux relevant du champ du handicap, y compris les SIAD, de compétences propres ARS ou conjointes ARS-CD, ayant signé un CEPOM à compter du 1er janvier 2016. Pour les EPMS gérant un EHPAD, l'EPRD s'applique là aussi sur l'ensemble des budgets de l'EPSMS, qu'elle relève ou non du périmètre du CEPOM. C'est là aussi par souci d'harmoniser les procédures budgétaires. Demeure sous environnement budget prévisionnel compte administratif. Les autres établissements et services accueillant des personnes âgées que sont les SIAD, les résidences autonomie ou les accueils de jour autonomes, et les établissements et services relevant du champ du handicap hors CEPOM. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, on a environ 93 établissements et services qui relèvent toujours de l'environnement budget prévisionnel compte administratif. C'est à peu près 10% des établissements financés par l'agence. Donc on a notamment 18 établissements du champ personnes âgées, les résidences autonomie, les accueils de jour autonomes, 25 établissements PH, donc hors CEPOM, mais pour lesquels le passage à l'EPRD est prévu d'ici à 2024, la signature de leur CEPOM, et 50 SIAD qui, dans le cadre de la réforme tarifaire en cours, devraient passer à l'EPRD au plus tard en 2026 avec la signature d'un CEPOM. Les cadres et les annexes attendus sur ces environnements. Donc, l'environnement EPRD et ERRD dispose de 3 cadres. Un premier cadre dit complet, qui concerne la majorité des établissements et services, donc publics ou privés à but non lucratif. Un cadre dit simplifié pour les établissements et services privés commerciaux. À noter toutefois que le RRD 2022 sera le dernier exercice pour lequel ce cadre simplifié sera utilisé, puisqu'il a été supprimé par le décret 2022-734 d'avril 2022 relatif à la transparence financière. On y reviendra un petit peu plus tard. Le troisième cadre qui existe concerne, lui, les établissements et services rattachés à un établissement public de santé. On parlera alors d'EPCP, État prévisionnel des charges et des produits, et ERCP, État réalisé des charges et des produits. Ce document n'est pas opposable dans la mesure où ces structures représentent des budgets annexes au sein de l'EPRD sanitaire qui fait l'objet d'une validation par ailleurs. Donc, pour rappel, dans l'attente de la signature d'un CEPOM, il est attendu un cadre par établissement. Et une fois le CEPOM signé, un cadre pour l'ensemble du périmètre du CEPOM, étant entendu que ce fichier cadre présente un onglet par établissement, par compte de résultats de chaque ESMS et des onglets plus globaux sur l'analyse financière. Les annexes attendues sont le rapport du directeur, l'annexe activité, en réalisé et en prévision, l'annexe financière, qui, elle, concerne uniquement les établissements et services cofinancés, tels que les EHPAD, les EAM et les SAMSA, le tableau des effectifs et des rémunérations et le bilan comptable. En environnement, budget prévisionnel, compte administratif, 2 cadres uniquement, un pour les établissements et services PA hors SIAD et un pour les SIAD et les ESMS PH. Les annexes attendues, le rapport du directeur, toujours, le bilan financier
et les indicateurs physico-financiers. À noter que les cadres évoluent régulièrement, notamment cette année, pour 2022, l'ensemble des cadres ont évolué, que ce soit pour le compte administratif ou le RRD. Ces évolutions portent notamment sur une refonte et une simplification de la nomenclature des emplois pour un meilleur suivi des politiques publiques en lien avec les mesures Ségur et revalorisation salariale. Également, le déploiement de nouveaux autocontrôles au sein des fichiers et l'amélioration de l'ergonomie générale. Le renforcement de l'automatisation de la saisie des données, afin d'éviter la ressaisie de données d'un onglet à un autre. Elle porte également sur l'élargissement du périmètre des informations qui sont reprises dans les bases de données. Et enfin, elles viennent aussi normaliser deux nouveaux cadres relatifs au bilan comptable pour le secteur privé non lucratif et le secteur privé commercial. Alors, pour connaître la version du cadre que vous utilisez, vous pouvez vous référer au premier onglet de celui-ci, l'onglet « Lisez-moi », qui fait apparaître en haut à gauche la dernière date de mise à jour du cadre. Donc, voilà, les cadres à utiliser normalement pour cette année font apparaître une mise à jour à mars 2023. On va revenir sur les principales annexes attendues. En premier lieu, le rapport financier, qui est un document synthétique qui doit apporter toutes les explications utiles à la bonne compréhension des informations contenues dans les documents budgétaires transmis, comme par exemple les hypothèses retenues, le lien avec les objectifs du CEPOM, ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de la transformation de l'offre, les investissements réalisés, conformément au PPI qui a pu être validé. Ce rapport peut aussi faire un focus sur les dépenses de personnel, les ETP présents, vacants, la politique de remplacement, le taux d'absentéisme. Alors, le document il est établi sur le périmètre des documents déposés. Dans le cadre du compte administratif ou d'un ERRD qui contient un seul budget établissement, donc on déposera le rapport financier propre à cet établissement. Si on est sur un EPRD avec un périmètre plus large dans le cadre d'un CEPOM multi-établissement, on réalise un seul rapport financier pour l'ensemble du périmètre de l'ERRD. Alors, au-delà des constats, le rapport financier peut aussi présenter les plans d'action envisagés, mis en œuvre, les éventuelles difficultés. Alors, d'autres annexes existent, on l'a dit, et elles ne doivent être également pas être négligées. On en a cité les trois principales qui sont affichées là à l'écran. Donc, l'annexe activité qui permet d'avoir le niveau d'activité donc réalisé au moment de l'ERRD, évidemment, et qui peut impacter la tarification, le montant même des ressources allouées. L'annexe financière, quant à elle, permet d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs, donc ARS et conseil départemental, et les différentes sections tarifaires. Donc là, on va parler plus précisément des EHPAD, évidemment, avec l'hébergement, la dépendance et le soin. Et sur le secteur, le champ des personnes handicapées, on sera plus sur les femmes EAM et SAMSA. Le dernier qui apparaît est un tableau essentiel, une annexe essentielle, tant au moment du réalisé que du prévisionnel. Il s'agit du tableau des effectifs rémunérés. Et là, je vais insister, c'est une annexe qui est obligatoire pour tous, pour toutes les catégories d'établissements ou de services, pour tous les statuts d'organismes gestionnaires.
Donc, pour chacun des établissements et ou services et par type de métier, type d'emploi, il permet de retracer les effectifs, donc les ETP, les rémunérations, bien entendu, les charges afférentes, c'est-à-dire les charges sociales et fiscales, tant du personnel qui est rémunéré, du personnel salarié, du personnel titulaire, que du personnel de remplacement. Donc, on est sur du personnel salarié titulaire et du personnel extérieur. Il comprend également un état relatif aux charges de l'employeur sur les rémunérations. Donc là encore, il est attendu un état, c'est-à-dire un onglet dans ce fichier Excel par établissement, par service. Les gestionnaires d'EHPAD en particulier doivent renseigner ce tableau des effectifs pour tout leur personnel, y compris les ETP et évidemment les rémunérations et charges afférentes relevant de la section hébergement, que l'établissement soit en tarification hébergement administré donc par le conseil départemental ou libre. Cette année, il y a une nouveauté sur l'annexe des tableaux des effectifs rémunérés dans le cadre de l'ERRD, puisqu'il est introduit la notion d'ETP dit travaillé, avec une définition de l'ETP rémunéré et de l'ETP travaillé, donc dans le cadre, c'est-à-dire dans le fichier Excel de cette annexe, dans l'onglet qui s'appelle « Lisez-moi » qu'on vous invite donc expressément à lire. S'agissant de la procédure et des outils qui sont mis à disposition, donc, rappel sur le calendrier budgétaire, donc sous environnement EPRD, ERRD, la procédure budgétaire démarre avec la transmission de l'annexe activité prévisionnelle N au 31 octobre N-1. Ensuite, on a l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, donc l'EPRD, qui est transmis dans les 30 jours suivant la notification de crédit, et au plus tôt le 30 avril et au plus tard le 30 juin de l'année en cours. Enfin, le RRD, qui, lui, doit être transmis donc, au 30 avril N+1 ou au 8 juillet N+1 pour les établissements et services rattachés à un EPS. Pour l'environnement budget prévisionnel compte administratif, donc là, le budget prévisionnel N, le BP, est transmis au 31 octobre N-1 et le compte administratif est transmis selon le même calendrier que le RRD au 30 avril N+1 ou au 8 juillet pour les établissements rattachés. Avant de continuer, j'ai relevé dans le chat questions-réponses des questions autour de est-ce que je suis soumis ou pas à l'EPRD, à l'ERRD, quand est-ce que je vais être soumis à l'EPRD, à l'ERRD. Donc, les EHPAD, de façon obligatoire, sont passés à l'EPRD, ERRD depuis 2017. Les autres types de structures, donc du secteur PA et PH, passent à l'EPRD suite à la signature d'un CEPOM. Donc, on est sous environnement EPRAD obligatoirement depuis 2017 quand on est un EHPAD, quel que soit le statut de l'EHPAD, et on passe à l'EPRD, ERRD pour les autres catégories de structures quand on signe un CEPOM. En région, comme l'a dit tout à l'heure Adeline Allemand, on a signé quelques conventions avec des structures qui étaient rattachées à des établissements publics ou qui étaient rattachées à des EHPAD dans un souci d'efficacité et d'efficience, autant pour les structures que pour nous. Donc, si vous avez été signataire d'une telle convention, vous êtes passé dans ce cadre de conventionnement à l'EPRD de façon anticipée. Sinon, l'EPRD viendra dès lors que vous passez sous CEPOM. Donc, si vous êtes un SIAD autonome, tant que vous n'avez pas signé de CEPOM, vous n'êtes pas encore à l'environnement EPRD, ERRD. Ce passage donc, à l'EPRD, ERRD et les réformes de la tarification avec l'introduction de la tarification
à la ressource a des conséquences sur les organismes gestionnaires avec d'une part un nouveau calendrier budgétaire qui impacte directement la gouvernance des ESMS et des organismes gestionnaires, puisque l'amplitude d'approbation de l'EPRD, donc là on n'est pas sur le réalisé, on est sur le prévisionnel, donc l'approbation de l'EPRD par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est plus dense compte tenu du délai dans lequel s'inscrit la périodicité, la date à laquelle les tutelles, en l'occurrence on le sait, l'ARS notifie vos ressources et donc du coup la transmission qui s'ensuit de votre projet d'EPRD. Par ailleurs, le niveau de responsabilité change puisque contrairement à l'environnement BPCA, l'EPRD, quant à lui, concerne et est validé au niveau de l'organisme gestionnaire, le périmètre du CEPOM, et non plus au niveau de chaque établissement ou service indépendamment les uns des autres. On va faire un petit focus sur la validation et l'affectation des résultats. Donc, le compte administratif est soumis à la validation des autorités de tutelle qui arrêtent le résultat et son affectation au regard des propositions qui peuvent être faites par l'établissement. À l'inverse, le RRD n'est pas soumis à la validation des autorités de tutelle, puisqu'on vient de le dire, c'est le PRD qui fait l'objet d'une validation. On retrouve là la fameuse logique inversée avec une approbation des prévisions et non plus des réalisations. Donc, le principe retenu est la libre affectation des résultats par le gestionnaire. C'est la fin des reprises de résultats par les autorités de tarification qui toutefois peuvent demander le reversement de certains montants dès lors qu'il est constaté des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le fonctionnement normal de l'établissement ou du service. Alors, concernant les affectations de résultats, il y a certes une liberté d'affectation, mais celle-ci est encadrée réglementairement donc via le Code de l'action sociale et des familles et contractuellement via les CEPOM. Donc, en synthèse, les excédents en termes d'affectation doivent en priorité être donc affectés à l'appurement des déficits antérieurs de chaque compte de résultat dont cet excédent est issu, puis ensuite, sur les autres comptes de résultats, sur les autres ESMS, et cette disposition est valable pour les organismes gestionnaires privés uniquement. Deuxièmement, l'affectation du solde peut être affectée tout ou partie en fonction du montant et des besoins sur des situations complexes. Donc là, on est spécialement sur le secteur du handicap avec le rapport Pifto. Troisièmement, on peut ensuite affecter en réserve de compensation des déficits. On préconise toutefois en région de limiter le niveau de la réserve de compensation à environ 5% du montant de la base ou des bases reconductibles, tous financeurs confondus, notamment parce qu'on va le voir de façon un peu plus détaillée dans quelques instants. Des nouvelles dispositions réglementaires qui indiquent que lors du renouvellement des CEPOM, la possibilité est ouverte pour les autorités de tarification de reprendre non pas des excédents, mais de reprendre des réserves ou des reports à nouveau dont le maintien au profit des gestionnaires ne serait pas justifié. Quatrièmement, pour l'affectation de l'excédent, c'est au financement des mesures d'investissement, notamment avec la réserve de compensation des charges d'amortissement. Évidemment, là encore en fonction des besoins et des projets de la structure, des structures de l'organisme gestionnaire. Cette affectation n'est pas possible pour les organismes privés à but lucratif, il convient de le rappeler. Cinquièmement, le cas échéant, compte de report à nouveau, dans la limite toutefois, nous préconisons de la base reconductible de chaque financeur de l'exercice considéré, notamment en vue de venir financer des fiches d'actions dans le CEPOM, le cas échéant. Et enfin, pour le surplus éventuel, en compte de réserve de trésorerie. Et là encore, cette possibilité n'est pas ouverte aux organismes privés à but lucratif. Concernant les déficits, trois possibilités. En priorité,
affectation en compte de report à nouveau excédentaire de chaque compte de résultat de chaque établissement dont le déficit est issu, puis ensuite vers les autres comptes de résultats, vers les autres structures pour les organismes gestionnaires privés en symétrie avec l'excédent, ce que je viens de dire. Deuxièmement, le cas échéant couvert par la réserve de compensation. Et enfin, pour le surplus éventuel affecté à un compte de report à nouveau déficitaire. On souhaitait également ici profiter de l'occasion qui nous est donnée pour faire un rappel réglementaire sur la transparence financière, puisqu'il y a des textes qui sont assez récents, qui viennent non seulement renforcer le contrôle des autorités de tutelle dans leur rôle justement de contrôle-inspection, mais également améliorer ce qu'on appelle la transparence financière. Très clairement, ce sont des dispositions qui font suite à l'affaire Orpea, qui a généré une certaine crise de confiance. Et on a un premier texte qui date d'il y a à peu près un an, qui est le décret 2022-734, qui date donc du 28 avril 2022, pour lesquels on vous a fait ressortir ici à l'écran les principales dispositions. On souhaitait en faire ressortir quelques-unes, notamment la deuxième avec la fixation à 5 ans du délai d'identification et de rejet des charges qui ne seraient pas justifiées par la gestion normale d'un ESMS. Juste en dessous, indiquer aussi l'obligation d'imputer tout ce qui est rabais, remise, ristourne sur les budgets, donc sur les ESMS sur lesquels ils ont été obtenus et non pas sur le siège. Et puis, l'avant-dernier, Adeline Allemand en a parlé tout à l'heure, c'est la suppression des cadres budgétaires normalisés dits simplifiés qui étaient jusqu'alors applicables aux établissements commerciaux ou aux structures non habilitées à l'aide sociale ou habilitées minoritairement à l'aide sociale. Le renforcement des contrôles, il apparaît à travers l'article 62 de la LFS 16 2023, c'est-à-dire la loi de financement de la sécurité sociale 2023, avec 3 points et un principal qui ressort en gras là à l'écran. Donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est la possibilité qui est ouverte pour les autorités de tarification de reprendre des réserves et des reports à nouveau au moment du renouvellement des CPOM. Également, dans cet article 62, donc le renforcement des capacités de contrôle par les autorités de contrôle, avec des possibilités de prononcer ce qu'on appelle des astreintes journalières lorsqu'un gestionnaire ne transmet pas les documents demandés à l'occasion de contrôle. Donc là, on est bien dans le champ de l'inspection-contrôle et également la possibilité de prononcer des sanctions financières en cas d'indu répété. Donc, très clairement, ce sont des textes qui tourne plutôt autour, je dirais, des EHPAD et en particulier des EHPAD privés lucratifs, donc des commerciaux, mais pas que. L'ensemble des structures du secteur médico-social peut se retrouver dans un des items cités dans ces 2 textes réglementaires. Du coup, on va continuer maintenant sur la procédure et notamment les outils mis à disposition, notamment donc ces procédures budgétaires qui sont dématérialisées, hein. L'ensemble des documents sont à transmettre sur le portail de la CNSA via des applications dédiées que sont Import CA, Import EPRD et Import ERRD. Si on regarde un peu plus près concernant le compte administratif, on notera que c'est un arrêté de 2013 qui rend obligatoire la transmission dématérialisée des comptes administratifs. Dès 2014, est mis en place donc la plateforme Import CA pour les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence exclusive des ARS ou conjointe ARS-CD. Et le dépôt de tous ces documents que constitue le compte administratif via cette application vaut dépôt réglementaire. Depuis 2019, les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence exclusive des conseils départementaux
sont invités à déposer leur compte administratif sur cette même application. Toutefois, le dépôt dans l'application ne vaut pas dépôt réglementaire et le compte administratif doit également être transmis au conseil départemental concerné selon la procédure habituelle. Donc, ces applications, import CA, import EPRD et import ERRD, sont toutes construites de la même façon et vous proposent un lien d'aide en bas à droite de la plateforme une fois connecté, qui vous propose toute la documentation utile à l'utilisation et au remplissage de l'ensemble de ces documents budgétaires qu'on vient d'évoquer, les cadres et les annexes. Vous sont notamment mis à disposition des arbres décisionnels, savoir qui doit déposer quel cadre, la liste des pièces à produire selon le cas, les liens d'accès au téléchargement de ces fameux cadres, des guides d'utilisation des applications qui reprennent avec des copies d'écran toutes les étapes de la création du compte à la création du dossier, paramétrage des fichiers cadres, les étapes clés pour déposer les documents. Et également des guides qui reprennent des consignes de remplissage des cadres, comme ça a pu être déjà le cas, notamment sur l'enregistrement comptable des CNR, des crédits non reconductibles alloués dans le cadre de la crise Covid ou les consignes comptables pour l'enregistrement des mesures Ségur. Et également, bien évidemment, tous les textes réglementaires qui font référence à ces documents. Donc, on vous le rappelle encore une fois, hein, chaque cadre, y compris les annexes, dispose d'un onglet « Lisez-moi » qui est une source d'aide à ne pas négliger, puisqu'il comporte voilà, des instructions, de l'aide au remplissage, d'éventuelles définitions sur voilà, des items, ce qu'on attend comme données. Voilà, en lien avec l'aide contextuelle qui se trouve dans les différents onglets du fichier. Donc également ici, on vous rappelle des usages qui sont complètement qui sont des sources bloquantes, de blocage et qui sont des sources courantes. Donc sans forcément regarder l'exhaustivité de cette diapositive, d'ailleurs qu'on retrouve dans les guides qui sont disponibles sur le lien aide des différentes plateformes applications de la CNSA, un port EPRD, un port ERRD, un port CA. Donc, à chaque fois, vous avez un lien aide avec des guides qui vous permettent une meilleure utilisation technique de ces plateformes et des outils, des fichiers Excel. On note régulièrement, alors là, c'est un point de vue national, hein, très clairement, des anomalies qui empêchent le bon fonctionnement du cadre et de son chargement sur la plateforme dédiée, avec des problèmes techniques d'environnement bureautique, mais également des cellules saisies qui ne sont pas forcément bien saisies, des blocages qui peuvent apparaître si on insère des lignes et des colonnes, puisque ces cadres sont très normalisés et contiennent de nombreuses macros derrière, qui, si on les casse, empêchent le téléchargement sur la plateforme qui convient. Au-delà de ces contrôles bloquants à lever, vous avez également dans les cadres Excel, dans les fichiers, donc dans le cadre normalisé et les annexes, des contrôles de cohérence qui sont intégrés. Ce sont des contrôles automatisés, hein, c'est des formules dans Excel qui sont là à titre indicatif, qui ne sont pour le coup pas bloquants. Leur objectif, très clairement, c'est d'attirer votre attention sur des données qui pourraient être absentes ou des valeurs qui seraient contradictoires les unes avec les autres, ou encore des valeurs dites
atypiques. Vraiment, c'est pour attirer votre œil et c'est pas bloquant. Et il se peut effectivement que des données soient atypiques, mais les outils, à travers un onglet dédié qui s'appelle autocontrôle ou à travers des cellules disséminées de ci, de là dans les différents onglets des fichiers cadres, vous permettent de vous assurer d'une certaine cohérence, mais pour autant, ils ne certifient pas ces contrôles de la validité des informations dont vous êtes responsable sur le fond du sujet, je dirais. Alors, tous ces documents-là, à quoi servent-ils? Certes, il y a une réglementation, ça s'impose à nous, hein, nous, autorités de tutelle et nous, opérateurs, organismes gestionnaires du secteur, mais au-delà de cet aspect purement réglementaire, il y a une vraie utilité de ces fichiers. C'est une base de sources de données nécessaire, tant au niveau national qu'au niveau régional. Je vais laisser la parole à Adeline pour la suite, pour ensuite vous informer des différentes utilisations qu'on peut faire de vos cadres. Donc, un préalable à l'exploitation des documents va être la qualité des documents que vous nous transmettez. On doit pouvoir disposer de l'exhaustivité des documents, c'est-à-dire que tous les établissements et services doivent transmettre leur compte administratif ou leur ERRD ou ERCP, accompagné de toutes les annexes attendues, y compris le rapport d'activité. De même que l'ensemble des données prévues dans ces cadres doivent être complétées. Donc ça, c'est important pour la réalisation d'études que de disposer du panel le plus large possible. De même, les données saisies doivent être fiables et aussi précises que possible. Il convient de saisir donc, les données au niveau le plus fin possible. Je vais prendre 2 exemples. Au niveau de l'activité, par exemple, on pourrait se contenter de saisir une activité prévisionnelle ou réalisée, consolidée au niveau d'une modalité d'accueil. Non, il faut bien détailler pour chaque modalité d'accueil proposée par l'établissement ou le service, l'activité qui s'y réfère. De même pour, on en parlait tout à l'heure, l'annexe des emplois et des rémunérations, aller le plus finement possible dans la liste des typologies d'emplois qui vous sont proposées. En lien avec donc cette fiabilité des données, c'est aussi respecter les consignes de remplissage qui peuvent être transmises par le biais des guides qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, donc, comme je l'ai déjà dit, qui vous proposent certaines consignes, notamment pour des mesures particulières qui ont été les CNR Covid avec notamment les pertes de recettes hébergement et certaines mesures Ségur et revalorisation salariale. Enfin, pour finalement conclure avec cette qualité des documents transmis, il s'agit de transmettre le bon cadre au bon format, dans les délais impartis et via le bon canal, qui sont donc les applications évoquées. Alors, ces données, elles sont exploitées, comme on vous le disait. Donc, comptes administratifs comme ERRD font l'objet d'analyses, notamment sur les niveaux d'exécution budgétaire au regard des prévisions et des réalisations des années précédentes. Le respect de la trajectoire budgétaire et financière attendue, que ce soit dans le cadre du CEPOM, du PGFP ou d'un contrat de retour à l'équilibre financier le cas échéant. Ils nous permettent également de suivre la consommation des crédits non reconductibles alloués, de suivre l'avancement de la réalisation des programmes d'investissement, la mise en œuvre des objectifs fixés au CEPOM le cas échéant, et le suivi de toutes les données relatives à l'activité réalisée. Au-delà de ces premiers objets d'analyse, les données, l'ensemble des données de tous ces cadres que vous déposez sur les plateformes sont par ailleurs régulièrement consolidées
est exploité aussi bien par les autorités de tutelle que les instances nationales, que ce soit pour la réalisation d'études, donc régionales ou nationales, que pour le calibrage ou la répartition de certaines enveloppes. Et notez également que ces données viennent également alimenter d'autres systèmes d'information tels que le tableau de bord de la performance. Alors, dans les exploitations de données, au-delà de ce que vient d'indiquer Aline Allemand, et particulièrement cette année, on souhaitait vraiment insister et attirer votre attention sur les documents déposés, les documents budgétaires déposés cette année, donc les ERRD et les comptes administratifs de l'exercice 2022 à déposer en 2023, et puis pour ceux qui sont concernés, les EPRD de 2023 à déposer en 2023, puisque le niveau national, donc quand on parle de niveau national, il s'agit donc de la CNSA, de la DGCS, de la Direction générale de la cohésion sociale et de la DSS, la Direction de la sécurité sociale. Donc ce niveau national va venir exploiter ces documents budgétaires, notamment afin de conforter le calibrage et le niveau de l'enveloppe nationale dédiée aux mesures de revalorisation salariale concernant le Ségur, donc le Ségur CTI et extension, la Fourcade. Et au-delà du bon niveau de calibrage de cette mesure Ségur, sa répartition entre les régions, est-ce qu'elle est bonne ou pas, et d'un point de vue plus micro encore, au niveau départemental. Il est donc plus que nécessaire, dans le diaporama, là on vous indique qu'il est impératif de disposer donc non seulement de la totalité des documents attendus, donc la totalité c'est les cadres et les annexes, notamment les annexes financières et notamment les annexes concernant les effectifs, les tableaux des effectifs, donc l'exhaustivité de ces documents, mais aussi que l'ensemble de ces documents soit rigoureusement renseignés dans le strict respect des consignes de remplissage, qui sont encore une fois disponibles sur les liens aides, dans les guides et dans les lisez-moi des documents. Puisque finalement, seuls les dossiers qui sont dits complets et qui sont surtout déposés sur les plateformes dédiées au bon format et à la bonne date pourront être prises en compte et consolidées. Donc, sur les comptes administratifs et les ERRD, il est attendu un dépôt au plus tard le 30 avril 2023, c'est donc dans un mois, sauf pour les structures rattachées à du sanitaire. Le maximum, c'est le 8 juillet. Si ça peut être fait avant, c'est mieux. Donc, vous l'aurez bien compris, si des moyens supplémentaires devaient être décidés au niveau du national, au plus haut niveau du national, la région, notre région, Bourgogne-Franche-Comté, doit pouvoir peser à sa juste hauteur dans la répartition interrégionale des crédits qui seraient donc alors réalisés. Donc là, vraiment, on a une fenêtre de tir à récupérer et la balle est dans notre camp, dans votre camp. Il est vraiment primordial que cette année, on puisse être vraiment au rendez-vous. Et je vais donc passer la parole à Olivier Paul pour qu'il puisse compléter ses propos. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Oui, bon, très bien. Merci, merci Agathe et merci à toute l'équipe. La présentation est super et j'avoue que je me retrouve assez bien dans le vert. Vous savez que les couleurs de la CNSA, c'est aussi le vert, dans ce qui est écrit en gros, en gras, sur la page actuelle, pas simplement pour la région Bourgogne-Franche-Comté, mais pour l'ensemble des régions, parce que notre enjeu, il est effectivement national.
Je voudrais, si l'ARS me le permet, avant de revenir sur ERRD, EPRD, et revalorisation Ségur et utilisation de toutes ces données, faire une toute petite parenthèse. Mais j'étais ce matin en commission des finances du conseil de la CNSA, donc je ne me suis pas présenté, Olivier Paul, directeur adjoint du financement de l'offre, la direction qui gère notamment les crédits qui passent par les ARS pour vous financer, mais aussi les concours au département. Et nous étions ce matin questionnés par les fédérations sur les efforts faits par les départements pour l'augmentation des tarifs. Le sujet a été plutôt centré sur les SAD et les EHPAD ce matin. Nous disons que l'OGD, l'objectif global de dépenses que les ARS vous versent, ont des taux directeurs d'évolution. On a fait un travail sur l'inflation, sur les revalorisations salariales. La question qui se pose, c'est et alors, comment ça évolue côté département? Il y a un arrêté de fin décembre qui autorise les EHPAD ayant une tarification libre à augmenter jusqu'à plus de 5,14% leurs tarifs, quid pour les départements, etc. Donc, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que nous, on est assez démunis face à ce genre de réactions qui sont, me semble-t-il, assez légitimes, au moins en termes de transparence, de compréhension, et puis nous, de recherche de levier d'action, parce qu'on n'a pas forcément toujours les données. Et là, en l'espèce, on a notamment besoin d'une donnée qui n'est pas dans les ERRD, qui n'est pas dans les comptes administratifs ou les EPRD, qui sont les tarifs. Et j'invite vraiment les gestionnaires d'EHPAD et de résidences d'autonomie à saisir les prix sur la plateforme Prix ESMS. Vous avez jusqu'au 30 juin. Ça s'est dégradé, cette saisie, avec la période Covid, on peut le comprendre, mais c'est vraiment impératif si on veut vraiment mener une politique publique de l'autonomie et assurer notre rôle, nous, CNSA, de gestionnaire du risque de la branche autonomie. Pour ce qui est des ERRD et des ERRD. Qualité, exhaustivité, fiabilité, tout ça, ça a été effectivement très clairement dit. C'est à cette condition, d'une part, qu'on vous demandera moins de choses. On a déjà commencé avec le tableau de bord de la performance à préalimenter le tableau de bord de la performance avec les données des ERRD ou des comptes administratifs selon la situation des gestionnaires. Et l'objectif, c'est qu'on puisse de plus en plus éviter de vous demander quelque chose à un endroit pour vous le redemander à un autre. On l'a fait pour le tableau de bord et on prévoit de le faire pour quelque chose qui va arriver dans pas très longtemps, sans doute dans une phase plutôt expérimentale au début, qui est le RAMA, le rapport d'activité médicale des EHPAD, pour lequel on ira chercher quelques données qui sont dans les ERRD, et notamment des données d'effectifs. Donc, c'est vraiment important que toutes ces données, faut les visualiser comme une part d'un ensemble de régulation, de pilotage, de rendu compte, c'est de l'argent public, et de rendu compte de l'utilisation de cet argent public. C'est aussi pour nous extrêmement important, et Agathe le disait en toute fin, parce qu'on a régulièrement des alertes. Vos fédérations nous alertent, les ARS nous alertent, les départements nous alertent aussi sur des situations de fragilité. Alors, on a toujours un an de retard d'une certaine manière, parce qu'il faut regarder la situation une fois qu'elle est arrêtée. Là aussi, je reviendrai sur une petite nuance là-dessus. Mais si je m'arrête aujourd'hui sur les données nationales qui sont visibles, il y a une annexe du projet de loi de finances de la sécurité sociale de l'an dernier. C'était une nouveauté du PLFSS. On doit, ça fait partie des mesures ou des suites des mesures de transparence, on doit donner de la visibilité sur la situation financière des établissements. Alors, pas de bol, hein, parce qu'en fait, cette situation financière, telle qu'elle est retracée, c'est sur la période 2020-2021. Et en fait, il y a eu un apport, on a évoqué tout à l'heure les crédits Covid, on a évoqué un certain nombre de mesures nouvelles. Les apports ont fait que les résultats, en tout cas financièrement, apparaissent comme une situation qui s'est améliorée. Alors que parallèlement, vos ARS, vos fédérations, vos départements nous disent c'est difficile, voire ça va être très compliqué. Et la CNAM nous alerte sur des demandes de plus en plus fréquentes de la part des ARS d'avance de trésorerie. Et pour ça, on a vraiment besoin d'avoir de la matière pour objectiver et travailler avec vos représentants, travailler avec les ARS et les départements sur la manière de répondre à cet enjeu. On a besoin d'opérateurs qui fonctionnent. Et on n'a pas besoin, on ne souhaite pas avoir des opérateurs qui sont étranglés. Notre enjeu, il est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait les moyens, les justes moyens, pour travailler correctement. Un des sujets majeurs de ces derniers temps, et Agathe notamment l'a évoqué, c'est la question des revalorisations salariales et de l'objectivation de la situation. On a mis, si je prends en global, on a mis à peu près 4 milliards d'euros là, en 2 ans et demi
sur le Ségur et assimilé. Je mets dedans aussi la prime grand âge qui est d'abord venue sur le secteur public et qui ensuite a été étendue à certains établissements privés non lucratifs. Je parle d'autres accords qui ont pu être agréés au niveau national, à peu près 4 milliards d'euros. C'est important, hein, c'est à peu près un quart en plus de tout ce qu'on mettait jusque-là sur le champ du grand âge ou du handicap, en tout cas sur les crédits pour les structures médicalisées. Donc, c'est des sommes très importantes. Les départements aussi, on leur a versé 115 millions au global. J'ai regardé avant de venir pour Bourgogne-Franche-Comté, c'est à peu près 6,5 millions, un petit peu moins, qu'on leur a donné pour la mise en œuvre de l'équivalent des revalorisations Ségur pour les professionnels, en tout cas les professionnels de soins, des structures qu'ils financent en propre. Sauf que tout le monde nous remonte, les fédérations, les ARS, les départements aussi, nous remontent le fait qu'il manque de l'argent. La difficulté qu'on a, c'est pour objectiver ce manque d'argent. On veut bien, au contraire, on aimerait y travailler, on aimerait passer à autre chose. Je pense que comme tout le monde, le sujet des revalorisations, c'est quelque chose de positif dont finalement tout le monde se retrouve à souffrir aujourd'hui, nous compris. Alors, ce qu'on aimerait, c'est effectivement pouvoir réellement faire une photo. Combien ça coûte réellement au regard des effectifs et au regard de l'éligibilité à ces revalorisations salariales. Et pour ça, je disais tout à l'heure que je nuancerais parce qu'on a toujours un regard sur le rétroviseur, mais si on regarde sur le rétroviseur, alors que paraît-il, je dis un paraît-il sincère, je ne doute pas que c'est une réalité très forte que vous vivez au quotidien, paraît-il, il manque des bras. Vous êtes probablement en difficulté pour avoir des professionnels, pour les trouver, pour les fidéliser, pour les garder, etc. Donc, si on regarde dans le rétroviseur, on risque de regarder des établissements, les vôtres, qui sont en difficulté aussi et qui n'ont pas pu remplir tous les organigrammes. Donc, il faut aussi qu'on regarde vos EPRD et vos éléments prévisionnels parce que quand vous construisez votre prévisionnel, vous les construisez sur une situation normale. Donc, notre objectif, pour être plus clair, c'est que cette année, sur la base des ERRD et des comptes administratifs, pour ceux qui n'y sont pas encore passés à l'ERRD, qu'on puisse regarder le coût des revalorisations au regard des règles de calcul de ces revalorisations salariales et de savoir si ce qu'on a mis, c'est effectivement l'équivalent pour couvrir les besoins. Et donc, on va travailler sur vos ERRD et comptes administratifs, mais redresser avec des éléments de budget, donc plutôt la partie EPRD notamment. C'est aussi important, et donc on fera ce travail de regarder. Il est probable, il est possible, je ne sais pas, qu'on trouve des bons calibrages par endroit, moins bons calibrages par d'autres. Il faudra qu'on voit comment on traite ce sujet, mais on ne peut pas le traiter si on n'a pas une visibilité claire, précise, avec des données fiables. Vous savez qu'au national, on construit sur des hypothèses. Et donc, il y a un moment où on a besoin d'être confronté à une réalité, et c'est celle que vous allez pouvoir remonter. Dernier élément de peut-être un peu plus long terme, mais néanmoins important, c'est que ce travail sur les données qui doivent être fiables, le plus exhaustif possible, c'est indispensable aussi pour travailler sur des éléments de politique plus prospective, ce qu'on fait, ce qu'on appelle parfois le coût des facteurs. On cherche à travailler sur l'inflation, il faut qu'on puisse regarder un peu la structure de vos dépenses de manière statistique à grande échelle, mais sur des données fiables pour pouvoir travailler sur le calibrage, le dimensionnement d'enveloppe. C'est ce qu'on a fait quand on a pu travailler l'hiver dernier, l'automne dernier, sur une mesure de soutien spécifique à l'inflation. On a des sujets sur le coût du numérique, on a des sujets sur le coût de la décarbonation de la branche. Pour savoir ce qu'on peut faire ou combien ça coûte ou comment on peut faire pour favoriser une branche neutre du point de vue du carbone, il faut qu'on sache un peu comment ça se traduit, comment ça se matérialise dans vos comptes. Et puis, encore plus prospectif, mais c'est d'assez court terme, par exemple pour les SIAD, on a besoin d'éléments un peu globaux, financiers, mais globaux et précis, sur vos situations pour calibrer des modèles tarifaires qui soient pertinents, équilibrés, qui permettent réellement de financer justement votre activité. Pour passer à l'échelle, on a des études nationales de coûts, par exemple, qui sont très fines, mais on a besoin à un moment de passer à l'échelle pour calibrer des réformes, pour calibrer des modèles tarifaires, et donc on a besoin de cette donnée. Qualité, fiabilité, exhaustivité, c'est indispensable pour vous. Et si vous avez des collègues qui travaillent dans des structures ou qui dirigent des structures
financé à 100% par les départements, c'est aussi l'année de vraiment faire cet effort parce que ce qu'on fait avec les ARS, on doit le faire également sur les financements qu'on a alloués spécifiquement aux départements pour les revalorisations salariales. Donc vraiment, c'est vraiment, tout le monde est gagnant à ce système vertueux d'avoir une seule source de données la plus fiable possible, la plus complète possible et qu'on vous évitera par ailleurs, avec le temps, de vous demander 15 fois. Voilà ce que je souhaitais pouvoir vous dire. Eh bien, merci Olivier. Les questions dans le chat sont nombreuses. On a tenté d'y répondre à l'oral et par écrit. Une pour laquelle j'ai cliqué sur le mauvais lien, donc je n'ai pas pu répondre à l'écrit. Mais c'est pas grave, tout le monde va en profiter du coup à l'oral. C'est que attention aux navigateurs que vous pouvez utiliser en fonction de si vous utilisez Firefox, Chrome ou Edge ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas toujours bien forcément, donc les cadres qui sont sur les sites de la CNSA, voire de la DGCS, parfois marchent avec Firefox et ne marchent pas avec Chrome et inversement. Donc, vous pouvez aussi multiplier les navigateurs, parce que ça, c'est aussi un détail technique qui peut compter. Voilà, on a relevé l'ensemble des questions pour lesquelles on n'a pas encore pu apporter de réponses en live, parce qu'encore une fois, elles sont très nombreuses, mais on les a relevées et on reviendra vers vous dès lors qu'on sait qui vous êtes, puisqu'il reste encore des noms pour lesquels on a du mal à voir qui vous êtes. On reviendra vers vous autant que possible et si on n'est pas revenu vers vous, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse apporter une réponse. Donc, le support va être transmis très vite suite à ce webinaire. Et nous remercions donc Olivier Paul de la CNSA et, pour sa participation et sa riche contribution. Et puis à vous tous qui avez donné de votre temps pour venir poser vos questions, écouter et participer à ce webinaire. Merci à tous et toutes et bonne fin de journée. Au revoir.